Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, on est parti pour une petite demi-heure ensemble. Donc, bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, on est ensemble pour une petite demi-heure. On va parler d'un sujet qui est à la mode en ce moment. C'est le RGPD ou GDPR en anglais, pour ceux qui vont croiser des textes ou des livres blancs en anglais. Tout d'abord, je me présente, donc Philippe Fanchin, directeur R&D sur IBM Power E, donc la machine qui abrite notre ERP à ce jour, et accessoirement aussi, pourquoi pas, je développe tout ce qui est outil de développement autour et en dessous de l'ERP, et c'est sur cette base-là qu'on va surtout discuter aujourd'hui, puisqu'on va beaucoup se servir, je dirais, des outils, ce qu'on appelle transversaux chez nous, de façon à pouvoir mettre en place au mieux les contraintes dues au RGPD. Alors j'appelle ça contrainte, on peut dire les bonnes idées, hein. Après, ça dépend de quel côté on se place de la barrière. Mais on va essayer d'élucider un petit peu tout ça pendant cette demi-heure. Donc le sujet RGPD, dans la presse aujourd'hui, tout le monde en parle, hein. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait un article sur le sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants sur le marché qui se disent spécialistes du RGPD, donc tant mieux pour eux. En ce qui nous concerne, on va revenir sur ce qui nous concerne directement, c'est le RGPD par rapport à notre ERP et à l'ERP. Alors bien sûr, ce que je vais dire sur notre ERP peut s'adresser ou peut je dirais, se mettre en place sur d'autres potentiellement, mais c'est pas sûr. Mais ça va quand même être lié à ce que nous on propose autour de l'ERP. Donc autrement, globalement, sur le sujet du RGPD, vous allez trouver donc dans la presse pas mal de livres blancs. J'en ai encore récupéré un hier, de livres blancs qui parlent du sujet de votre société par rapport aux contraintes, je dirais, globalement, euh, par rapport au système d'information et surtout tout ce qui va graviter autour ou tout ce qui va entrer en jeu dans l'organisation de la société. Ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, même si on va l'aborder rapidement. Et autrement, vous trouvez aussi pas mal de webinars qui parlent du sujet et autres webconférences. Donc voilà, donc il y a de quoi faire. Il ne faut juste pas, je dirais, s'engouffrer dans tous les webconférences qu'on voit, parce que sinon on y passe la semaine, et puis du coup on n'a pas forcément avancé sur le sujet. Voilà, donc on va s'intéresser à Eureka Solutions et à Eureka ERP sur le sujet du RGPD. Donc avançons, la demi-heure est courte. Donc revenons sur la définition, qu'est-ce que le RGPD? Donc en français, ça veut dire Règlement général sur la protection des données, et accessoirement en anglais, General Data Protection Regulation. Voilà, donc on trouve les deux terminologies, on trouve les deux termes dans toute je dirais, dans tout ce qui se raconte sur le web et sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que ça va définir un cadre légal sur la protection des données physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. On verra par la suite ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et ça correspond, enfin, ça va aussi régir la libre circulation ou pas des données au sein de la communauté européenne. Voilà, donc ça, c'est une des définitions quasiment légales, puisque la CNIL publie pas mal sur le sujet, et du coup, on peut s'y référer à tout moment, et même la CNIL avance sur le sujet. Donc, publie soit des produits pour suivre la conformité, soit publiera des articles au fil de l'eau. Donc, le RGPD va concerner toutes les entreprises, collectivités, associations qui collectent, conservent et traitent des données personnelles de ressortissants de l'UE, même si ces sociétés sont établies en dehors de l'UE. Donc, une société américaine, à partir du moment où elle traite des données personnelles d'un ressortissant de l'UE, elle est concernée. Et ces données peuvent concerner donc les employés, des partenaires commerciaux, des prospects ou des clients. Et je rajouterai par rapport à l'ERP en règle générale, des fournisseurs, bien sûr, puisque le client de l'un côté et le fournisseur de l'autre. Voilà. Donc on voit que ça balaye largement les choses. Donc il y a quand même intérêt à s'y intéresser quand même et à regarder ça de plus près. Ce qu'on va faire au moins pendant une demi-heure aujourd'hui. Donc du coup, on va s'interroger, qu'est-ce qu'une donnée sans S, personnelle, à caractère personnel? Voilà, donc en fait, une donnée personnelle, c'est quoi? C'est une information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à plusieurs éléments qui lui sont propres. En français, et plus simplement ramené sur un ERP, le nôtre ou un autre, ça veut dire que dans les données personnelles, on trouve quoi? Le nom-prénom. Déjà le nom-prénom, ou uniquement le nom-prénom, c'est déjà une donnée personnelle. Ce qui veut dire déjà que on s'interroge un petit peu déjà sur le sujet. Une adresse IP. Donc, à partir du moment où on va faire des traces de qui fait quoi dans le RP, potentiellement, si on stocke une adresse IP, cette adresse IP est donnée
rentre dans le cadre des données personnelles, donc peut potentiellement poser un problème. Une adresse d'un contact, c'est une donnée personnelle. Un numéro de portable, même si le portable est un portable de société, c'est considéré comme une donnée personnelle. L'adresse email, même si l'adresse email est une adresse email société, c'est considéré comme une donnée personnelle. Et forcément, un numéro de sécurité sociale est là vraiment une donnée personnelle. Mais on n'est pas obligé d'arriver au numéro de sécurité sociale pour s'apercevoir qu'on a déjà quelques soucis dans le cadre du RGPD pour ne pas faire tout et n'importe quoi avec les données qui sont au-dessus de ce numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire au moins l'adresse d'un contact. Et nous avons a priori tous des adresses de contact dans le RP. Alors je dirais pas que dans le RP, mais pour ce qui nous concerne ce matin, c'est au moins dans le RP. Voilà. Alors il y avait déjà des lois informatique et liberté en France qui couvraient ou qui donnaient déjà des obligations par rapport à ce qui est collecté en termes de données. Là, ça va être un peu différent, donc on va venir un peu dans ces grandes différences. Donc le but du RGPD, c'était d'accorder en fait plus de droits à l'individu, et surtout que l'individu reste propriétaire de ces données. Donc même si vous collectez des données par rapport à une personne, ces données appartiennent à la personne. C'est elle qui en est normalement le propriétaire. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi avec. Voilà. Donc l'individu a plus de droits d'un côté, et de l'autre côté, la société qui détient ces données, eh ben, aussi a plus de devoirs. Voilà, donc c'est des deux côtés. Donc dès qu'on va collecter des données personnelles, donc ne serait-ce qu'un nom et prénom, ne serait-ce que pendant une formation, lors d'une formation qu'on fait autour de l'ERP, sur une fiche de formation qu'on fait signer aux différents, je dirais, protagonistes ou personnes qui suivent la formation, c'est un nom, c'est un prénom, c'est une signature. Il y aura bien sûr des mentions à mettre, typiquement légales, sur ce document. Et il faudra bien sûr informer les individus qui ont signé qu'on va collecter le nom-prénom. Et à quelle fin on va collecter ce nom et ce prénom. Voilà, ça commence comme ça, les notions relatives au RGPD. Donc il faudra bien sûr informer les individus. Il faudra assurer et documenter la conformité. Ça, c'est surtout vis-à-vis de la CNIL, puisque c'est la CNIL qui est chargée en France de veiller à ce que tout se passe bien. Il faudra assurer et documenter la conformité au RGPD. Et ça sera bien sûr aux sociétés à le faire. À tout moment, si la CNIL, veut des informations, veut savoir des choses, il faudra pouvoir lui prouver que vous avez fait le nécessaire pour être en conformité. Et il faudra évaluer, en plus de faire des choses, il faudra aussi évaluer l'impact des mesures prises, c'est-à-dire s'assurer que ce qu'on a fait pour être conforme, ça remplit bien son rôle. Voilà. Et dans certains métiers, certains domaines, il faudra nommer un Data Protection Officer, c'est-à-dire un DPO. Dans la terminologie de la CNIL, c'est un DPO, c'est-à-dire une personne qui va être garante de tout ce qui est fait chez vous. Alors les quelques domaines très particuliers, c'est les clients qui s'adressent ou qui stockent des données santé par rapport à des patients. Donc ceux-là n'ont pas le choix d'avoir un DPO. Ou alors si vous traitez, ce qui n'est pas le cas, je pense, à ce jour avec notre RP au moins, si vous traitez des données pénales. Donc là, vous n'aurez pas le choix que d'avoir un DPO et de nommer un DPO. Autrement, s'il n'y a pas, surabondance de données collectées, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un DPO. Donc, ceci étant dit, il va falloir comme se préparer. Alors, une chose que j'ai peut-être pas rappelé, mais c'était marqué au moins dans les invitations, c'est que la mise en place, c'est le 25 mai 2018. Donc, il faut être prêt pour le 25 mai 2018. Voilà. Et à ce jour, il n'y aura pas de dérogation et à ce jour, il n'y aura pas de report de la date. Ils sont censés s'y maintenir et c'est pas prévu d'être reportable ou reporté. Voilà. Donc, autant se dire que c'est en mai 2018 qu'il faut être prêt et puis de faire tout ce qu'il faut pour être le plus prêt possible à être conforme. Voilà. Alors, il se dit dans la littérature et dans tout ce qui est raconté que la CNIL est très sensible aux gens qui font un effort pour être conforme le plus possible pour mai 2018. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est effectivement de faire un minimum les choses bien pour être conforme. C'est pas sûr que tout le monde y sera prêt en mai 2018. C'est même bien parti pour que ce soit pas le cas. En revanche, il faut quand même faire mine de bonne volonté et de faire un minimum de démarches et de travaux pour s'assurer d'un minimum de conformité. Ça serait bien vu par la CNIL en cas de contrôle. Voilà ce qui se dit. Pour se mettre en conformité avec le RGPD, il va falloir travailler un tout petit peu quand même, un petit peu ou beaucoup, suivant les cas. Et ça va commencer sûrement par un état des lieux de l'existant, c'est-à-dire de regarder un peu tout ce qui se passe dans la société. Alors pas que au niveau ERP, je dirais presque au niveau ERP, c'est le plus simple, parce qu'on sait ce qu'on a mis dedans, on sait où c'est dans des tables, dans des bases, sur une machine, c'est facile.
Le petit souci qui peut se poser, c'est de faire l'état des lieux de tout ce qui se transite, tout ce qui se trouve dans la société. Et quand on dit tout ce qui se trouve, ça commence par des papiers, ça commence par des photocopieurs qui ont un disque dur, et plein de choses comme ça. Donc l'état des lieux, il n'est pas vrai, il n'est pas que informatique, que ERP, et malheureusement loin de là. C'est vraiment un état des lieux global. C'est pour ça que nous-mêmes, on a fait appel à un cabinet extérieur qui nous a aidés, qui nous a audités, qui a permis de, je dirais, de voir globalement d'entrevoir globalement le problème et très largement le problème, puisqu'il rencontrera ou il a rencontré chez nous au moins tous les acteurs de la société pour faire l'inventaire de ce qu'ils font et de s'assurer que ce qui est fait au quotidien rentre bien ou, je dirais, converge vers une bonne pratique vis-à-vis du RGPD. Donc, état des lieux, on n'y coupera pas dans tous les cas de toute façon. Voilà. Après, il va falloir établir effectivement les risques, où est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est des risques informatiques, des risques papier, des risques de documents externes, internes, des documents qui transitent vers des fournisseurs, vers des clients, vers des collaborateurs, vers des sous-traitants. Donc, identifier tout ça. Et après, en fonction de ces différents risques, plus ou moins gros, il faudra bien sûr faire des plans d'action. Le plan d'action, il commence hier, avant-hier, et ce serait bien qu'il se poursuive sur mai 2018 pour arriver à converger vers la date de fin mai 2018 un maximum pour qu'on ait bien sûr un maximum de choses qui soient conformes. Alors je vous dis vis-à-vis de l'ERP, c'est pas le plus gros souci, hein, l'ERP n'est pas le plus gros souci, c'est tout ce qu'il y a autour. En revanche, il faudra quand même s'assurer que notre ERP le soit. C'est un peu la démarche qu'on a entreprise de notre côté avec l'ERP par rapport à nos clients, donc par rapport à vous. Alors au passage, des choses qui fâchent, les sanctions prévues. Donc les sanctions prévues ont été renforcées en fait, hein. Voilà, et le problème, c'est qu'on peut risquer très gros, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. Le seul petit gadget qui retienne le plus important des deux. Voilà. Alors sachant que historiquement, par rapport à ce qu'on risquait avant avec les lois informatiques et liberté, on s'aperçoit qu'il y a eu très très peu d'amendes qui ont été données et les montants sont relativement faibles. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui y aura ou les retours, on ne sait pas en fait, hein, ce qui va se passer fin mai 2018 par rapport aux gens qui seraient manifestement pas conformes, qui manifestement vont perdre des données, et des choses comme ça, ou se faire voler des données, et ne le donneront pas, enfin ne le diront pas forcément à la CNIL qu'il y a des données qui ont été perdues. On ne sait pas à l'arrivée de combien seront les amendes, est-ce qu'ils auront les moyens de beaucoup contrôler, peu contrôler, ça. Il faudra attendre malheureusement après mai pour le savoir. Sauf qu'il faut quand même s'y préparer avant, pour éviter d'être le premier qui sera contrôlé, voire le premier qui sera redressé. Voilà. Alors le but, hein, on l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui ont émis les textes et tout ça, c'est de protéger les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Alors, des citoyens de l'UE en particulier. Voilà. Pour que les données personnelles qui sont collectées tout au fil des jours et des semaines et des mois ne soient pas divulguées, propagées, perdues et utilisées à mauvais escient. Hein, c'est le but quelque part de ce texte. Voilà. Et donc, faut bien retenir que dès qu'on a un nom-prénom quelque part, c'est théoriquement une donnée personnelle. Alors, c'est pas très grave de perdre un nom-prénom. Genre, si on perd Jean Dupont, je dirais perdre Jean Dupont ou des listes de Jean Dupont et Jean Durand, c'est pas trop gênant. Voilà. Après, quand on perd le numéro de sécurité sociale, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus gênant. Voilà. Et puis perdre une adresse postale quand la personne elle est domiciliée entre guillemets à la société, c'est pas trop gênant, hein. Si vous perdez des noms avec Philippe Fanchin qui habite à Eureka Solutions, potentiellement, ça ne va pas me déranger de trop, mais dans le cadre du RGPD, c'est une faille de sécurité, c'est une perte de données personnelles, et du coup, ça doit être signalé à la CNIL dans les 72 heures, quand vous vous en rendez compte, et il faut faire tout ce qu'il faut en amont pour ne pas perdre ce genre de données. Alors, c'est pas forcément que perdre, hein, c'est perdre des données, ou alors qu'on altère des données, c'est-à-dire qu'on a, dans le cas du RGPD, il ne faudrait pas que les fichiers, par exemple, qui contiennent des données personnelles, soient sabotés, ou supprimés, ou modifiés pour y mettre des fausses informations. Donc ce n'est pas qu'un problème de fuite de données, c'est aussi un problème que les données doivent être justes et pas altérées. C'est pour ça que c'est là où il faut remettre des outils dans le RP pour s'assurer d'un minimum de choses. Voilà. Donc le scope est relativement large, sachant que je pense qu'au fil des mois, ça va un petit peu s'éclaircir en termes de ce qui rentre exactement dedans, ce qui rentre pas, ou par rapport à des cas pratiques. La CNIL quand même va publier au fil de l'eau. Il y a les éditeurs de RP qui s'organisent aussi de leur côté pour donner des pistes ou des recettes ou de publier des documents qui permettront quand même de simplifier peut-être tout ce qu'il faut faire dans le cadre du RGPD par rapport à un ERP. Ramener à un ERP, on va dire. Voilà.
Donc ça se met en ordre de marche. Il y a pas mal de gens qui travaillent quand même sur le sujet. Les sociétés, normalement, sont censées aussi avancer sur le sujet. Donc on devrait pouvoir déminer un peu tout ce qui se passe autour de ça et puis faire que ce qu'il faut, mais au minimum ce qu'il faut. Donc les grandes lignes du RGPD, ben, c'est de la transparence par rapport aux données collectées. Une personne qui donne son nom, prénom doit savoir pourquoi elle les donne, à quoi ça va servir de les donner. Et qu'est-ce qui va s'en servir derrière? Où est-ce que mes données vont aller? Ça, c'est une chose importante. Il faudra d'un autre côté limiter les traitements avec, hein. Genre je collecte des données que je revends à gauche à droite pour de la prospection marketing et tout ça. Non, non, ça va être encadré, c'est encadré. On ne peut pas faire ce qu'on voulait comme avant. On ne peut pas collecter des centaines de milliers d'adresses comme ça pour rien faire avec ou pour pas trop savoir ce qu'on va en faire. Et on ne peut pas les garder pendant 50 ans. Il y a aussi de mauvais aloi de garder des fiches clients, des fiches contacts pendant 50 ans alors qu'on n'en fait rien. Ça, c'est pas, entre guillemets, tolérable dans le cadre du RGPD. Donc, il y aura des délais de conservation maximum à conserver. Et a priori, à partir d'un certain moment où une fiche ne sert plus de contact, potentiellement la supprimer. Voilà. Il n'y a pas lieu de garder des choses qui ne servent à rien. Et quand on collecte, il faut savoir pourquoi on collecte et le justifier. Et il faut s'assurer que les données qu'on collecte, les données soient justes et restent justes dans la base. Et puis, une fois qu'on a collecté plein de données, ou même peu de données, je dirais, il faut surtout s'assurer de la sécurité de ces données, qu'elles ne se sauvent pas, et s'assurer de l'intégrité, qu'elles ne soient pas altérées par quelqu'un par quelqu'un qui ne serait pas habilité, qui irait modifier les choses et les choses dans les données personnelles. Ça ne se fait pas. Ça ne se fera. Il faudra plus que ça se fasse, ou alors que ce soit encadré, ou surtout que ce soit suivi et tracé. Et donc, ces données personnelles, il y a de la confidentialité autour. On ne peut pas les divulguer comme ça à tout va à des fournisseurs, des sous-traitants. Ça ne se fait pas non plus. Ça ne se fera plus. Et voilà. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe au niveau des données personnelles, il y a une obligation de notification à la CNIL dans les 72 heures à partir du moment où on s'en est rendu compte. Voilà. Le 72 heures court à partir du moment où on s'en rend compte, hein, et pas forcément quand c'est arrivé. Donc la réponse d'Eureka Solutions par rapport à tout ça, donc tout doucement on en vient au cœur de mon discours en fait. Donc on va vous proposer de l'accompagnement autour de tout ça, hein. Ça commence déjà par cette première, je dirais, cette première masterclass qui parle du RGPD. Bah, c'est aussi un début d'accompagnement. Par rapport à ça, il faudra encore un petit peu adapter le RP pour être encore, je dirais, plus à même de pouvoir répondre et de pouvoir être plus conforme à ce que veut le RGPD. Et puis par rapport à ça, bah, on a aussi adapté ou développé de nouveaux modules ou de nouveaux outils pour vous aider dans cette mise en conformité. Voilà. Donc l'accompagnement, bah, il y aura du conseil euh, par rapport à où est-ce qu'on peut trouver entre autres dans le RP des données personnelles. Il y a de l'information qu'on vous donnera, entre autres, je dis aujourd'hui. Potentiellement de la formation sur les nouveaux outils qu'on propose ou sur les outils existants que vous avez depuis longtemps, mais vous avez oublié comment ça se manipule. On va surtout retrouver ça autour de la sécurité, hein, des sécurités au sens large du terme. Donc, on peut vous proposer de vous reformer ou de un petit peu vous réguiller un petit peu sur ce qu'il faut faire. Voilà. Voire vous aider un peu plus encore, faire de la prestation, je dirais pas à votre place, mais en lien avec vous, pour bien mettre en place des choses par rapport à ce RGPD. Voilà. Pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis avec la CNIL et tout ça. Voilà, donc si on brosse l'accompagnement qu'on peut vous proposer, ça peut être à des titres, je dirais, purement d'information, hein, pour, je dirais, entre guillemets, vous ouvrir les yeux ou pour pas que vous oubliez de faire ça. Sachant que si vous faites un audit global, vous allez sûrement retomber sur les mêmes thèmes. Alors en termes d'accompagnement sur la sécurité que je vais appeler très très physique, hein, parce que c'est très physique comme sécurité, typiquement c'est l'accès aux locaux. À l'accès aux locaux, c'est clair que si vous êtes une société avec une porte grande ouverte sur l'extérieur et que tout le monde peut rentrer et sortir comme il veut, c'est moyen comme idée en termes de sécurité. Donc voilà, c'est juste faire attention à ça. Peut-être qu'il faut pas forcément laisser des portes ouvertes à tout va. Une salle machine, dans le même principe, une salle machine, ce serait bien qu'elle soit fermée, que tout le monde n'ait pas accès en va-et-vient continuel à la salle machine. Alors, ça paraît évident, mais il faut juste s'en assurer que salle machine soit fermée. Que le réseau, alors le réseau filaire, ça va encore, c'est relativement sécurisé, sauf que si quelqu'un vient, il plug un PC de portable sur le réseau, il a accès à tout votre réseau, c'est pas très sécure, comme on dit. Pareil pour le réseau Wi-Fi, hein, réseau Wi-Fi sécurisé aussi. Alors ça rentre dans le cadre du RGPD parce que si tout le monde peut rentrer sur votre réseau, tôt ou tard, il va pouvoir capturer entre guillemets ou effacer les données. Donc forcément, il faut quand même s'assurer d'un minimum de choses. Et au niveau des postes de travail, c'est pareil, hein, poste de travail verrouillé pendant midi quand les gens vont manger, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Ne pas laisser un poste de travail ouvert toute la journée avec des gens qui passent devant le clavier et qui peuvent regarder à l'écran ce qu'il y a,
C'est pas très très joli beau non plus. Et poste de travail, c'est aussi ne pas laisser traîner sur le bureau des listes de clients, des listes de prospects sur le bureau. N'importe qui pourrait passer, pourrait faire tomber une feuille dans son sac, partir avec. Ça, c'est pas trop bien non plus. Voilà. Donc, ce que j'appelle la sécurité très très physique, hein. Voilà. Armoire sous clé, hein, dès qu'on a des données personnelles dans les armoires, alors sous clé, c'est pas mal non plus. Ou un tiroir fermé à clé, avec des choses courantes, avec des devis ou des offres commerciales qu'on a sous le coude, qu'on est en train de finaliser. Pourquoi pas les ranger dans un tiroir au minimum, sous clé, c'est pas mal non plus. Voilà. Des poubelles, avec pas des choses personnelles qui traînent dedans non plus, des listes de clients dans la poubelle, c'est pas, ça se détruit peut-être plutôt. Et puis aussi des photocopieuses et imprimantes qui ont des disques durs aujourd'hui et qui, quand on envoie une impression sur une imprimante, elle stocke sur son disque dur peut-être l'impression. Donc du coup aujourd'hui en hackant le disque dur, en récupérant le disque dur de l'imprimante ou du photocopieur quand on le revend, potentiellement il y a des données personnelles dessus. Voilà. Alors c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Je veux dire, il y a des gens qui parlent du RGPD, qui sont des spécialistes de la photocopie et tout ça, qui en parlent. C'est comme ça qu'on arrive à avoir l'information, ceci dit. En termes de sécurité, alors maintenant, sécurité physique, hein, elle n'est pas très physique, mais elle est quand même physique, c'est mis en place bien sûr par rapport au réseau et à l'accès machine de tout ce qui est SSL et SSO. Donc SSO, c'est le single sign-on, donc le fait de se connecter sur on va dire, pour simplifier, son PC, et le PC automatiquement va ouvrir les portes vers les différents serveurs, sans être obligé de se re-signer. Et le SSL, c'est le fait qu'on sécurise les transactions, et les connexions réseau. Donc ça, c'est un minimum, le SSL. Le SSL, c'est un minimum, hein. Si c'est pas SSL, ça veut dire que n'importe qui regarde, informatiquement, qui regarde sur le réseau, voit des choses passer. En termes de sécurité, c'est pas sympa. On peut aujourd'hui sur la machine avoir des disques cryptés, c'est-à-dire que tout ce qui est dessus est crypté. Voilà, donc rien n'est en clair, c'est crypté. Donc si vous vendez votre machine, votre serveur de RP, alors IBMI ou voire au moins IBMI, on peut crypter ce qu'il y a dessus, hein, pour éviter que la personne à qui vous vendez votre IBMI analyse tranquillement les disques chez lui. On peut aussi crypter les sauvegardes, pour éviter que si jamais on perd la cassette, on ne sait pas, quelqu'un puisse les lire. Et bien sûr, au niveau de l'IBMI, on va utiliser grandement les droits sur les objets, les bibliothèques, les fichiers, les tables et les commandes, pour éviter que de laisser un STRSQL à tout le monde. C'est pareil, le STRSQL à tout le monde, c'est quand même pas... faut pas, il faut plus. Ou il faudra plus. Voilà. Pareil pour les outils d'infocentre, tout ce qui est outils d'infocentre, les BI qui attaquent les bases de production, s'assurer un minimum que ce n'est pas ouvert comme ça à tout et n'importe qui, hein. Ça peut poser quand même des soucis de fuite, forcément. Voilà, donc après, si on rentre encore un peu plus dans le RP et dans ce qu'on vous propose, il y a de la sécurité, ce que j'appelle logique, c'est-à-dire qu'on va avoir accès, on va pouvoir utiliser des menus et des droits restreints dans le RP de façon à canaliser correctement les utilisateurs sur uniquement les fonctions auxquelles ils ont droit, de ne pas leur laisser des menus à rallonge avec 50 000 options de l'ERP. Ça peut être dangereux. On va pouvoir aussi mettre en place par rapport à l'ERP, alors le nôtre, hein, là c'est sûr, c'est vraiment le nôtre, des sécurités par programme. Tout le monde n'a pas le droit de modifier les fiches clients, heureusement, enfin j'espère, et tout le monde n'a pas le droit forcément d'exporter les fiches clients. Ça peut être gênant aussi, ou les contacts clients. Restriction d'action. Tout le monde ne pourra peut-être pas faire demain l'action d'exportation de données. Ça peut être préjudiciable. Et on pourra aussi protéger, voire masquer des zones dans les saisies, pour que tout le monde ne puisse pas voir peut-être le numéro de sécurité sociale. Ça n'a pas forcément d'intérêt que tout le monde voit le numéro de sécu d'une personne physique, à mon avis. Voilà. Et donc on a adapté le RP autour du RGPD. Donc on va essayer au maximum de simplifier l'utilisation de l'existant en termes de mise en place des sécurités, pour que vous puissiez le faire. Voilà, plus que vous que nous, ou au moins vous au minimum. Et puis nous, on peut vous aider, ceci dit. On a amélioré l'existant aussi par rapport à tout ce qui est RGPD, traçabilité, et on a ajouté des fonctionnalités. On va voir tout de suite. Alors en termes d'audit et de traçabilité, puisqu'en fait on se rend compte que par rapport à l'ERP, c'est savoir qui fait quoi et empêcher que les gens fassent tout et n'importe quoi, hein. C'est un peu le sujet qui revient. Audit et traçabilité aujourd'hui, historiquement dans l'ERP, on sait déjà depuis un bout de temps tracer tout ce qui est création d'enregistrement de fiches, tout ce qui est duplication, tout ce qui est modification de zone et tout ce qui est suppression. Ça, c'est déjà tracé, vous l'avez déjà chez vous. C'est pour ça qu'il faudra peut-être je dirais, vous mettre une petite couche d'information ou de formation sur le sujet, vous puissiez apte à suivre tout ce qui se passe chez vous. On a des nouveautés par rapport à ça, c'est qu'on va maintenant tracer des actions. Donc les actions, c'est des traces nouvelles qui vont apparaître dans le RP. Depuis longtemps, on trace les traitements. Donc tous les traitements lourds qui sont lancés sur la machine, on les trace dans le RP. C'est tracé, c'est visible, on peut le regarder. On trace aussi depuis un petit bout de temps l'utilisation des programmes par les individus. Donc chaque profil utilise quel programme à des fins de sécurisation
par la suite, éventuellement. Mais au moins, on sait exactement, on a une cartographie de qui fait quoi au sein de l'ERP. Et aussi, maintenant, une nouveauté aussi, c'est qu'on va pouvoir tracer les requêtes SQL externes, c'est-à-dire que tous les outils de BI qui font des selects sur la base, tout ce genre d'outils, on va tracer exactement qui a demandé quoi. Donc, tous les selects SQL, on les a en clair, on sait exactement qui a demandé quoi, ses dates, heures et tout ça. Donc, c'est aussi nouveau. On va aussi exploiter les journaux, pardon. On dit un journal des journaux. On va exploiter les journaux d'audit IBM, donc de la machine, directement pour savoir qui fait quoi en termes physiquement sur la machine. Donc ça, c'est une petite nouveauté aussi qu'on vous propose, c'est de pouvoir avoir accès à ces journaux d'audit de manière simple. Bon, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a des alertes par mail qu'on peut mettre en place de façon à être alerté au plus vite dès qu'il se passe des choses sur la base de données qui ne sont pas forcément cohérentes ou qui ne sont pas forcément autorisées. Nouveauté aussi par rapport à la machine, c'est qu'on va utiliser l'étape temporelle, potentiellement. Version 7R3 de l'OS, j'en parlais tout à l'heure des versions. Et on va utiliser aussi une nouveauté IBM, c'est les raw column access control, c'est-à-dire de pouvoir contrôler ce que les gens peuvent récupérer en termes d'informations ligne, enregistrement, ou ce qu'ils peuvent voir en termes de colonnes, le contenu des colonnes. Donc c'est des outils IBM sur lesquels qu'on va utiliser et qu'on va, je dirais, mettre à disposition de vous, clients. Et dans les fonctionnalités nouvelles, pardon, ce qu'on appelle l'anonymisation. Je vais revenir plus en détail sur ce que c'est. Voilà, avec aussi la pseudonymisation, ça va un petit peu avec, le consentement et le droit à l'oubli. Donc le fait de pouvoir saisir le fait que quelqu'un veut être, entre guillemets, oublié de votre système. Il faudra bien sûr saisir le fait qu'il veut que vous l'oubliez, c'est-à-dire que vous effaciez ses données personnelles. Voilà. Et un droit à un consentement actif, c'est-à-dire que dès que vous collectez des données personnelles, il faut qu'il ait donné son consentement physiquement et que si possible, vous ayez gardé le fait qu'il ait consenti à partager ses données personnelles avec vous. Et aussi, il a un droit de rectification, c'est-à-dire qu'il pourra vous demander à rectifier son adresse qui n'est plus juste parce qu'il a déménagé, choses comme ça. Donc, toutes ces traces-là, il faudra les garder, les saisir, de façon à ce que si la CNIL voulait quelques explications ou éclaircissements, vous pourriez justifier le pourquoi des choses. Voilà. Alors ça, on a prévu de le faire au niveau de l'ERP pour ce qui est de l'ERP. Potentiellement, il y a aussi des outils du marché qui permettraient de le faire plus globalement au niveau société, sur différents ERP, différents systèmes, différentes bases de données, différents états, différents, je dirais, supports de saisie de conservation de ces données personnelles. Voilà. Alors l'anonymisation, c'est quoi? L'anonymisation va servir surtout à, entre guillemets, brouiller les données. Le cas typique, c'est qu'aujourd'hui, on a une base réelle qui contient des données personnelles, des fiches contacts. On n'a pas le choix que de les garder parce qu'il faut adresser des factures à ses clients. Donc forcément, pour adresser une facture à un client ou adresser une facture à un particulier, il faut forcément avoir conservé ces données, adresse et son nom, prénom. Sinon, pour envoyer la facture, c'est relativement compliqué. Ou si on veut le joindre parce qu'il faut joindre le préparateur ou le magasinier pour lui dire que l'expédition est en retard, il faut bien sûr avoir ses coordonnées. Si on ne les a pas, on ne peut pas appeler. Donc dans la base réelle, de l'ERP, il est logique, légitime de conserver des données personnelles. À minima, bien sûr, mais c'est légitime. En revanche, sur une base de test, vous avez tous des bases de test. Il est maintenant illégitime de conserver des données personnelles dans une base de test. Ou alors, ça veut dire que la base de test, vous la déclarez en termes de RGPD, vous la déclarez comme rentrant sous le cadre du RGPD. Donc, il faut s'assurer que personne ne vous pique votre base de test et compagnie, typiquement. Voilà. Donc, par rapport à ça, eh ben, il va falloir, on n'aura pas trop le choix que d'anonymiser, c'est-à-dire de brouiller les données personnelles conservées dans une base de test. Comme ça, l'avantage en faisant cette anonymisation, c'est que cette base de test, vous n'êtes plus obligé de la déclarer au sens CNIL du terme ou au sens RGPD du terme comme étant à risque d'être piratée, à risque d'être modifiée et tout ça. Donc l'anonymisation va surtout servir dans ces bases de test. Et c'est un nouveau module qu'on vous propose, c'est de pouvoir anonymiser au sein de l'ERP vos données personnelles, sans avoir recours forcément à un outil tiers du marché. Il y a des sociétés extérieures, je pourrais vous donner des noms si vous voulez, qui permettent d'anonymiser les choses sur l'IBMI et potentiellement à côté. Donc nous, on va se servir d'un module nouveau de chez nous pour anonymiser les données de test sur l'IBMI sans souci. Si vous voulez anonymiser des données extérieures à l'ERP, extérieures à l'IBMI, on ne le fera pas à ce jour au moins. Donc il faudra peut-être avoir recours à un outil extérieur. Voilà. Mais sur la partie IBMI, on s'en occupe. Que les fichiers soient à nous ou pas à nous, on peut aussi vous dépanner. Donc si vous avez un bout de ERP à nous, genre le SAV uniquement par exemple, et une base de données qui n'est pas à nous à côté, mais des fichiers DB2, des fichiers ou des tables, on peut vous donner un coup de main pour l'anonymiser aussi avec notre outil. Ça peut le faire, sans problème. Donc on va anonymiser la base de données avec des outils IBM éventuellement. On va anonymiser la base de données par rapport à des outils ERP et Eureka ERP.
On va pouvoir anonymiser à la volée les choses, c'est-à-dire que sur ce qui est utilisable, on va l'anonymiser et la base de données ne le sera pas forcément dessous. Ou alors on va anonymiser certaines informations à l'écran, c'est-à-dire que la personne qui va afficher un numéro de sécurité sociale, si elle n'a pas forcément les droits de le voir complètement, on va pouvoir imaginer voir des petites étoiles au milieu du numéro de sécu. Donc elle aura le début, elle aura la fin et pas le milieu. Donc la base de données, elle, ne sera pas cryptée, si vous voulez, ou brouillée. En revanche, au niveau des écrans utilisateurs, on va ramener l'information, entre guillemets, brouillée à certains utilisateurs. Donc ils auront bien le nom, prénom de la personne, mais le numéro de sécu, ce n'est pas nécessaire à leur travail quotidien, on va le brouiller. Voilà, là on peut laisser le nom, prénom à tout va, à tout le monde, entre guillemets. En revanche, l'adresse, peut-être qu'une adresse personnelle de quelqu'un est à brouiller dans certains cas et pas à divulguer à tout le monde. Il y a de grandes chances d'ailleurs que ce soit le cas. Voilà, donc l'anonymisation à la volée, à l'écran. J'avance parce que le temps a tourné plus vite que prévu. Voilà, donc par rapport à tout ça, et tout ce que je viens de raconter, par rapport à RKERP, il va falloir quand même songer à avoir une version de l'ERP qui est récente, la plus récente possible. On pourra patcher dans certains cas une version récente. Si la version est trop lointaine, on aura quelques soucis à beaucoup vous aider avec des nouveaux modules de l'ERP. Voilà, donc il serait bien de penser à une réinstallation de l'ERP, au moins dans le cadre du RGPD. Et si votre version date de 3-4 ans, c'est aussi une bonne solution de la mettre à niveau avec pas mal de fonctionnalités nouvelles. Voilà. Et pour aider le RGPD, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on bénéficie d'une version d'OS, donc sur l'IBMI, avec un minimum de 7R2. 7R2 voire 7R3. Parce que IBM a bien avancé sur le sujet de sécurité, d'audit de sécurité, et l'optimum, c'est V7R3 de la version d'OS. Une V7R2, c'est quand même pas mal. Voilà. En dessous, ça va nous poser des problèmes d'optimisation ou de rapidité de mise en place du RGPD. Voilà, où on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. C'est un peu dommage. Voilà. Voilà. Bonne journée et un futur bon week-end à vous. Merci.